Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler, de l'hémochromatose, en pédiatrie et notamment des actualités et des nouveautés diagnostiques et thérapeutiques dans ce sujet. Alors comme introduction, on va dire que l'hémochromatose, c'est une accumulation progressive de fer dans l'organisme, qui entraîne des lésions viscérales potentiellement graves, notamment hépatiques, cardiaques et endocriniennes. Longtemps considérée comme une maladie rare et difficile à diagnostiquer, aujourd'hui, elle bénéficie d'outils diagnostiques de plus en plus performants, notamment l'IRM quantitative et de stratégies thérapeutiques mieux ciblées. Donc, l'hémochromatose, elle est classée en hémochromatose primitive d'origine génétique et les hémochromatoses secondaires. Les hémochromatoses primitives sont dues à des anomalies des gènes régulant l'hepcidine ou son action, c'est-à-dire des mutations qui codent les gènes de synthèse de l'hepcidine ou les récepteurs à l'hepcidine. Les hémochromatoses secondaires sont généralement dues à des apports excessifs d'origine exogène, tels que les transfusions sanguines, les suppléments oraux, les nutritions parentérales et les hémolyses répétées. Donc, c'est un sujet important en pédiatrie. Pourquoi? Parce que les formes génétiques sont rares mais graves, surtout les formes juvéniles qui sont à évolution très rapide. Les formes secondaires sont fréquentes chez l'enfant, en particulier chez les patients transfusés chroniquement, tels que les patients bêta-thalassémiques, drépanocytaires ou qui ont des syndromes myélodysplasiques. Donc, l'enjeu majeur est le diagnostic précoce, car le traitement instauré avant les lésions irréversibles permet une normalisation de l'espérance de vie. Un petit mot sur la physiopathologie. Donc, le métabolisme normal du fer donc le fer total du corps, il correspond entre 3 à 4 grammes, principalement dans l'hémoglobine, 65%. Les apports journaliers absorbés sont d'environ 1 à 2 milligrammes, compensant les pertes physiologiques. La régulation se fait au niveau intestinal sous le contrôle d'une hormone clé, qui est l'hepcidine, qui est produite par le foie. Donc, le rôle de l'hepcidine, c'est qu'elle se lie à la ferroportine, qui est la protéine exportatrice du fer située sur les entérocytes et les macrophages. Cette liaison entraîne une dégradation de la ferroportine, bloquant ainsi la libération du fer dans le plasma. Ainsi, si l'hepcidine augmente, l'absorption intestinale diminue, et si l'hepcidine diminue, l'absorption intestinale augmente, et par conséquent, il y aura une surcharge. Donc, le mécanisme physiopathologique sont expliqués essentiellement par trois mécanismes. Un, le défaut de production de l'hepcidine par des mutations génétiques. Deux, c'est la résistance à l'action de l'hepcidine. Et trois, c'est les apports excessifs. Comme conséquence tissulaire, donc, on trouve un stress oxydatif dû à des formations de radicaux libres, une fibrose hépatique, des cardiomyopathies restrictives ou dilatées, des atteintes endocriniennes telles que le diabète, l'hypogonadisme, les dysthyroïdies et les troubles de croissance et pubertaires chez l'enfant. Donc, ce schéma explique grossièrement la physiopathologie de la surcharge en fer. Une anomalie au niveau de l'hepcidine ou une accumulation de fer dans le sang va donc induire une accumulation de fer dans les différents organes et par conséquent, il y aura le retentissement hépatique, cardiaque, endocrinien et tout. Donc, l'hepcidine, elle est jugulée par des régulateurs intrinsèques et des régulateurs extrinsèques. Les régulateurs intrinsèques, c'est les gènes qui produisent l'hepcidine ou les récepteurs à l'hepcidine. Et les régulations extrinsèques sont majoritairement présentées par le stock de fer, ou bien le fer alimentaire, l'état inflammatoire, ou bien l'hypoxie et l'anémie. Donc, actualité et nouveauté dans ce sujet. On commence par l'hémochromatose génétique. Donc, les recommandations actuelles diagnostiques en termes d'hémochromatose génétique, c'est que l'hémochromatose génétique, elle est généralement de découverte fortuite par une hyperféritinémie. Donc, la ferritine sérique est généralement supérieure à 300 nanogrammes par millilitre chez le garçon et 200 nanogrammes par millilitre chez la fille. Il faut faire toujours attention aux faux positifs tels que l'inflammation, l'infection et les syndromes métaboliques, avec un coefficient de saturation de la transférine qui est généralement supérieur à 45%, qui est évocateur de l'origine génétique de cette surcharge en fer. Dans les formes secondaires telles que les transfusions, la ferritinémie, elle est élevée, mais le coefficient de saturation de la transférine, il est
normalement, il est généralement normal. On peut trouver, des perturbations au niveau du bilan hépatique et des bilans, endocriniens du bilan endocrinien. Donc le diagnostic est biologique et débute souvent par une découverte fortuite. En pédiatrie, il faut toujours faire la surveillance, de la croissance, de la fonction cardiaque, du développement pubertaire et qui peuvent être les signes révélateurs de cette surcharge en fer. La nouveauté, c'est que, le diagnostic génétique est de plus en plus facile, c'est une révolution récente et le diagnostic génétique se fait, en 2 étapes selon les recommandations de l'European Association of the Study, of the Liver. La première étape, c'est de rechercher des mutations du gène HFE. Donc si, la première étape sera négative, on ne trouve pas cette mutation-là, on va passer à la deuxième étape et de faire un panel génétique élargi, un whole exome, incluant la recherche des mutations HJV, HAMP, TFR2 et SLC40A1 qui est, des formes qui la mutation SLCA41, 40A1 et représente des formes liées à la ferroportine. Donc, le séquençage de nouvelle génération a rendu possible le diagnostic certain et rapide avec une meilleure classification génétique et pronostic. La prise en charge classique, c'est de faire des saignées, la phlébotomie. L'objectif de ce traitement est d'abaisser le taux de la ferritine à moins de 50 à 100 nanogrammes par millilitre, qui n'est pas adapté en général à des formes anémiques ou à la surcharge secondaire et il est rarement utilisé chez l'adolescent. Donc l'hémochromatose, génétique, les nouvelles approches thérapeutiques, c'est que, ces approches visent à restaurer la régulation physiologique du fer et non seulement à éliminer le fer excédentaire. Donc il y a les analogues de l'hepcidine, c'est-à-dire, les mini-hepcidines. Ce sont des petites, peptides imitant l'action naturelle de l'hepcidine qui réduisent l'absorption intestinale et mobilisant moins le fer en phase d'essai pour les hémochromatoses juvéniles. Il y a, les inhibiteurs, de la, TMPRSS6 qui permettent le blocage de cette protéase hépatique en augmentant ainsi la production de l'hepcidine endogène. Donc il y a un intérêt dans les formes génétiques ou secondaires sévères. Et enfin, la thérapie génique qui est toujours en phase d'essai clinique, qui n'est pas toujours standardisée. On passe à l'hémochromatose secondaire. La cause principale de l'hémochromatose secondaire, comme on a dit déjà, et la plus fréquente, c'est les surcharges transfusionnelles dans le monde qu'en Tunisie. Donc, majoritairement représentées par la bêta-thalassémie majeure, mais autres hémoglobinopathies telles que la drépanocytose, la sphérocytose, les syndromes myélodysplasiques pédiatriques qui sont plus rares, et les aplasies médulaires idiopathiques ou constitutionnelles telles que la maladie de Fanconi. Selon l'OMS, 330 000 nouveau-nés par an sont nés avec des formes graves d'hémoglobinopathie, 17% sont des thalassémiques. Une étude en Tunisie en 2009 a montré que la prévalence du trait thalassémique en Tunisie était de 2,21%. Ainsi, les hémoglobinopathies, les syndromes myélodysplasiques et tout ça va engendrer des transfusions sanguines répétées et par conséquent une majoration du fer exogène et une dérégulation de l'hepcidine, ainsi une hyperabsorption intestinale et une surcharge mixte par la dysrégulation de l'hepcidine et par l'apport exogène du fer. Donc, le pronostic vital est majoritairement mis en jeu par le pronostic cardiaque, c'est l'insuffisance cardiaque qui va engendrer le décès si cette hémochromatose n'est pas prise en charge convenablement. Donc, les recommandations diagnostiques de l'hémochromatose secondaire actuelles sont représentées par le dosage de la ferritinémie sérique tous les 3 mois chez tout enfant recevant des transfusions chroniques. Autres bilans tels que l'évaluation de la fonction hépatique, rénale, le bilan endocrinien, si suspicion d'atteinte d'organes, et le seuil usuel pour débuter la chélation si le malade a déjà reçu 10 à 20 transfusions avec une ferritinémie persistante supérieure à 1000 nanogrammes par millilitre sur 2 mesures. Donc la place de l'IRM, T2 étoile, la place de l'IRM dans le diagnostic de l'hémochromatose secondaire, l'IRM T2 étoile. Elle permet la quantification de la sidérose hépatique et cardiaque. Ainsi, elle va conditionner le traitement chélateur de fer. C'est une technique non invasive qui permet d'évaluer la surcharge en fer
C'est la technique de référence à partir de l'âge de 7 à 8 ans, lorsque l'enfant est capable de rester immobile pendant 10 à 15 minutes sans anesthésie pour qu'il puisse faire son IRM. Donc la classification de la surcharge myocardique en fer en IRM T2 étoile, elle est représentée dans ce tableau. On dit qu'il n'y a pas de surcharge myocardique en fer si la T2 étoile cardiaque est supérieure à 20 millisecondes. Une surcharge légère si la T2 étoile est entre 20 à 14 millisecondes. Modérée si entre 14 à 10 millisecondes. Et si elle est inférieure à 10 millisecondes, donc c'est une surcharge myocardique en fer sévère. Pour la surcharge hépatique, la concentration hépatique en fer, elle est représentée en milligrammes par gramme du foie. Donc, on dit qu'il n'y a pas de surcharge si la concentration en fer est inférieure à 2 milligrammes par gramme du foie, légère entre 2 à 7, modérée entre 7 à 15, et si ça dépasse les 15, donc on va parler de la surcharge hépatique sévère. La fréquence de la surveillance de ce bilan doit être faite pour la ferritinémie à chaque 3 mois et pour l'IRM-T2 étoile, idéalement une surveillance annuelle ou bien tous les 2 ans selon le degré de la surcharge et la nature de la maladie sous-jacente. Place de la biopsie hépatique dans le diagnostic de l'hémochromatose secondaire. Donc, la biopsie hépatique reste le seul moyen diagnostic certain qui va conditionner le pronostic et donne une valeur quantitative précise. Cette évaluation permet aussi l'évaluation du degré de fibrose ou de la cirrhose, mais c'est une technique invasive exposant aux plusieurs risques, notamment hémorragiques et infectieux, de plus en plus délaissés, ni plus indiqués. Actuellement, il n'est indiqué que dans le cadre du bilan pré-greffe, s'il y a une indication à une greffe de moelle osseuse. Les actualités diagnostiques donc récentes dans l'hémochromatose secondaire, c'est l'IRMT1 mapping, c'est une nouvelle technique qui est associée à l'IRMT2 étoile. Plusieurs études actuellement ont remis en question la sensibilité de l'IRMT2 étoile. Récemment, il a été proposé que l'AT1 mapping pourrait être plus sensible pour détecter précocement une surcharge myocardique en fer. Donc, la T2 étoile reste l'examen de référence et permet la quantification de la sidérose cardiaque. Ainsi, elle va conditionner le traitement chélateur, mais la sensibilité est controversée. L'IRMT1 mapping a une sensibilité plus élevée pour la détection précoce de la surcharge myocardique en fer. Donc, plusieurs études faites dans ce sens-là dans le monde et une étude faite en Tunisie à notre service d'immunohématologie pédiatrique au centre de greffe de moelle osseuse, qui était intitulée Évaluation de la surcharge cardiaque en fer chez des patients bêta-thalassémiques polytransfusés par l'IRM-T1 mapping. L'objectif principal de cette étude était de comparer l'IRM-T1 mapping et l'IRM-T2 étoile dans la détection de la myocardiopathie par surcharge en fer chez des sujets bêta-thalassémiques majeurs polytransfusés. Alors, l'étude était analytique prospective. Durant l'année 2021, la population était des enfants polytransfusés atteints de bêta-thalassémie majeure avec un effectif de 65 patients et ça a été fait à notre service, le service de pédiatrie du centre de Grès. Alors, la classification du degré de la surcharge cardiaque selon l'IRMT1 mapping n'est pas encore standardisée dans le monde. Alors, une étude a été faite au service de radiologie LALAPTA au sein d'une population adulte c'était une étude cas témoin qui a permis de préciser un intervalle de 1033 millisecondes, plus ou moins 35 millisecondes, comme intervalle de valeur normale pour la T1 mapping. Ainsi, pour notre étude, on a pris comme valeur pathologique toute valeur inférieure à 998 millisecondes, qui était la valeur minimale de cet intervalle. Les données de l'IRM-T1 mapping donc, ont montré que la valeur de l'AT1 mapping myocardique était perturbée dans 65% des cas, contre 35% des cas qui avaient une T1 mapping normale. Cette étude a montré aussi que dans le cas où la T2 étoile était normale, 55% des cas avaient une T1 mapping déjà abaissée qui était pathologique. Donc, il faut toujours être vigilant lorsque la T1 mapping commence à s'abaisser malgré une valeur de T2 étoile qui est encore normale. Plusieurs études faites dans le monde dans ce sens-là qui ont aussi montré une corrélation entre la T1 mapping myocardique et la T2 étoile cardiaque.
dans l'Angleterre, à Hong Kong, en Chine, à Thaïlande, donc avec des corrélations significatives. Ainsi, l'IRMTA mapping l'utilisation de l'IRMTA mapping permet de détecter précocement les anomalies cardiaques chez les patients atteints de bêta-thalassémie majeure. Elle permet d'optimiser le traitement chélateur de fer selon les résultats de l'IRMTA mapping et T2 étoiles et plusieurs essais cliniques dans le monde et recherches supplémentaires sont en cours pour évaluer l'applicabilité de la cartographie T1 comme outil fiable et précieux pour la prédiction des surcharges cardiaques chez les patients atteints de la bêta-thalassémie majeure. Autre actualité diagnostique, c'est l'évaluation de la surcharge extra-hépatique et extra-myocardique, notamment l'IRM T2 étoile pancréatique et la T2 étoile hypophysaire. Donc, pour le pancréas, la T2 étoile, elle permet de quantifier la surcharge en fer et de prédire le risque de diabète. La T2 étoile pancréatique chute souvent avant l'apparition de l'hyperglycémie, donc c'est un excellent marqueur prédictif préclinique. Les corrélations cliniques entre la T2 étoile pancréatique et la T2 étoile cardiaque sont significatives, c'est-à-dire quand le fer, quand le fer atteint le pancréas, le corps est souvent exposé à court terme. La T2 étoile pancréatique est inférieure à 10 millisecondes, est un signal d'alerte et il faut ainsi intensifier le traitement chélateur. Dans certaines études, la récupération pancréatique est plus lente que celle du foie, d'où l'intérêt du suivi longitudinal. Mais la T2 étoile pancréatique a des limites encore à franchir, telles que la sensibilité aux artefacts respiratoires et au contenu de graisse. Elle est moins standardisée que l'hépatique et la cardiaque et pas encore intégrée dans tous les protocoles pédiatriques de routine. Aussi pour la T2 étoile hypophysaire. Donc, la T2 étoile hypophysaire permet l'évaluation de la surcharge en fer hypophysaire responsable de l'hypogonadisme hypogonadotrope qui est une complication endocrinienne fréquente et invalidante chez l'adolescent ou le jeune adulte transfusé chroniquement. Le principe a la même base physique, c'est-à-dire d'évaluer le fer qui dégrade le signal T2 étoile, observable sur des coupes sagittales et coronales centrées sur la selle turcique. Il y a des corrélations cliniques entre la T2 étoile hypophysaire et la T2 étoile hépatique, c'est-à-dire une baisse du signal précède souvent la baisse de taux de LH et de FSH. Donc, une IRM anormale est un marqueur précoce d'hypogonadisme à venir, surtout chez les adolescents thalassémiques. Le suivi régulier permet de prévenir l'atteinte endocrinienne qui est généralement irréversible. Mais il y a des limites pour l'IRM de étoile hypophysaire, telles que la résolution spatiale qui est difficile, pas encore d'algorithme de quantification standardisé comme pour le foie ou le corps, et elle nécessite une excellente qualité d'image et une bonne coopération du malade. Autres techniques qui sont en cours d'actualité, telles que l'ultra short echo time, c'est une technique échographique qui est beaucoup plus accessible par rapport à l'imagerie par l'IRM, ou bien les scanners double énergie, aussi qui pourrait être une option de second line dans les centres sans IRM performante, mais ne remplace pas l'IRM et ça reste toujours en phase d'essai clinique. Il y a aussi la multiparamétrique MRI, l'IRM multiparamétrique, dont le principe est de combiner plusieurs paramètres tels que l'AT1 mapping corrigé pour le faire, la fraction de graisse et de l'eau extracellulaire. Ça permet d'évaluer globalement le foie, c'est-à-dire non plus le fer, mais aussi la fibrose et la stéatose, plutôt que seulement donc le fer. L'application, elle est utile pour la surcharge hépatique secondaire avec autres pathologies telles que la fibrose et la stéatose. L'avantage, elle permet une vision holistique pour guider la prise en charge non seulement du fer, mais aussi de la fibrose. Mais elle a des limites. Elle est moins spécifique pour le fer seul. La validation spécifique pour la surcharge transfusionnelle est encore limitée. Donc, c'est une technique qui sera intéressante, mais à adapter en pédiatrie selon la pathologie sous-jacente de l'enfant. Donc, message clé pour les recommandations diagnostiques de l'hémochromatose secondaire.
L'IRM de 2 étoiles reste la technique de référence pour la détection du fer et pour la quantification lorsque le fer est élevé. Plusieurs techniques qui émergent qui pourraient améliorer la prise en charge dans ces contextes plus contraints, mais les techniques nouvelles toujours en cours d'essai clinique, non encore standardisées et surtout en pédiatrie. Pour la Tunisie ou dans le contexte de ressources limitées, les options comme la TA mapping peut représenter une alternative pertinente combinée à la T2 étoiles. Le foie donc ne suffit plus pour l'évaluation de l'hémochromatose secondaire. L'évaluation multi-organes est la nouvelle norme pour le suivi des surcharges en fer secondaire. Le pancréas et l'hypophyse sont atteints précocement, souvent avant les symptômes cliniques. L'IRM T2 étoile multi-organes est un outil de stratification de risque et d'ajustement de la chélation. Le suivi pédiatrique régulier est annuel ou biannuel selon la surcharge transfusionnelle, selon les recommandations des programmes modernes de prise en charge de l'hémochromatose secondaire. Donc, pour le traitement, l'objectif du traitement chélateur, c'est de prévenir et réduire l'accumulation tissulaire, c'est-à-dire de prévenir l'insuffisance cardiaque, la cirrhose, le diabète et l'hypogonadisme, avec un maintien des taux sûrs de ferritine inférieure à 1000, de concentration hépatique en fer inférieure à 7 et de T2 étoiles cardiaques supérieures à 20 millisecondes. Le déclenchement du traitement chélateur est indiqué lorsque la ferritine persiste supérieure à 1000 sur 2 prélèvements consécutifs, lorsque le nombre de transfusions est supérieur à 10 à 20 transfusions et lorsque la CHF augmente à plus que 3 mg par gramme. Les seuils d'alerte pour le traitement combiné est une CHF supérieure à 7 mg par gramme, qui est un point souvent cité comme surcharge significative, ou une T2 étoile cardiaque inférieure à 10 millisecondes qui signale un risque élevé de complications cardiaques dans certains cas. Donc, ce sont des décisions qui sont individualisées et discutées au cas par cas, selon l'âge du malade, la comorbidité et la confiance du malade, mais ces bornes sont celles le plus souvent recommandées par les sociétés spécialisées. Comme traitement chélateur, donc, on dispose de 3 agents chélateurs. On commence par la déferoxamine, qui est le traitement chélateur injectable en sous-cutané ou en perfusion intraveineuse. Son mécanisme c'est un chélateur à élimination urinaire et biliaire et la posologie usuelle est de 20 à 50 milligrammes par kilo et par jour. Souvent en 2 prises par jour, 5 à 7 jours, par semaine selon l'âge et le poids de l'enfant. L'avantage, c'est que c'est un traitement efficace. L'efficacité, elle est historique, avec une bonne élimination hépatique, utile en perfusion intensive pour la surcharge sévère. Mais les limites, c'est que c'est un traitement qui s'administre en intraveineux par des perfusions ou en sous-cutané et il a une toxicité oculaire ototoxique à forte dose et peut engendrer des réactions allergiques. Le deuxième chélateur, c'est la défériprone. C'est le chélateur oral sous forme de comprimé. Son mécanisme est un chélateur à petites molécules qui pénètrent bien dans les cardiomyocytes. Donc, il a un effet cardiosélectif. La posologie usuelle est de 75 à 100 mg par kilo et par jour en 2 à 3 prises, souvent 75 mg par kilo par jour en 3 prises, ou on peut aller à 100 mg par kilo par jour si c'est nécessaire. L'avantage, c'est que c'est un traitement efficace pour enlever le fer cardiaque. Il est bon dans les combinaisons thérapeutiques et les limites, c'est le risque d'agranulocytose et d'inotropénie qui nécessite ainsi une surveillance de la NFS régulière obligatoire. Il peut engendrer aussi des arthralgies ou des effets gastro-intestinaux. Et la défirazirox, qui est le troisième traitement chélateur disponible en Tunisie, c'est un chélateur oral à formulation film-coated et formulation dispersible. Le mécanisme, c'est que c'est un chélateur oral à longue demi-vie avec une prise unique par jour. L'élimination, elle est principalement fécale. La posologie usuelle, elle est de 20 à 40 mg par kilo et par jour. Et souvent, on commence par 20 à 30 mg par kilo et par jour et on va titrer selon la réponse du patient. L'avantage, c'est que, c'est l'administration, elle est orale et quotidienne. Bon contrôle de la concentration hépatique en fer, mais il a des limites importantes, c'est surtout la toxicité rénale qui peut aller jusqu'à l'insuffisance rénale aiguë.
Les recommandations actuelles selon la Fédération internationale de la thalassémie est de débuter un traitement chélateur après 10 à 20 transfusions ou un an de transfusion régulière, avec une ferritinémie supérieure à 1000, avec une concentration hépatique ou une concentration hépatique en fer supérieure à 3 milligrammes par gramme du poids sec, avec un âge minimum pour le déferazirox plus que 2 ans et pour la déferoxamine plus que 2 ans aussi, souvent vers 3 à 5 ans de façon pratique. Les recommandations thérapeutiques actuelles en monothérapie, on peut, utiliser ces 3 chélateurs en monothérapie ou bien en combinaison selon la surcharge cardiaque, modérée à sévère ou aussi une réponse à la monothérapie qui est insuffisante. La défériprone ou avec la déferoxamine sont données, à des données robustes montrant une amélioration de la T2 étoile cardiaque, effet additif et synergique, ou bien la défériprone avec, le déferazirox qui est une option orale, combinée utilisée, lorsque, le traitement, chélateur, initial seul ne suffit pas et il y a des, études qui ont montré l'efficacité et la faisabilité de ces associations. La triple thérapie, sont encore en phase d'essai, des preuves émergentes, les études sont en cours. Des rapports récents suggèrent l'efficacité accrue, mais nécessité d'évaluer la tolérance à long terme. Un travail prospectif récent explore cette option. Les principes, c'est d'intensifier la chelation si la T2 étoile cardiaque est déjà inférieure à 10 millisecondes ou bien une concentration hépatique en fer très élevée avec une ferritinémie très élevée. Il faut donc préférer l'association de la défériprone avec la déferoxamine pour déperméabiliser le fer cardiaque et utiliser le défirazirox pour compliance orale si absence d'insuffisance rénale ou toxicité hépatique. Donc, place de la défériprone dans le traitement des hémochromatoses secondaires en monothérapie. Il est indiqué pour le traitement de la surcharge en fer chez des patients atteints de thalassémie majeure ou autre hémoglobinopathie de première intention ou lorsque le traitement chélateur actuel est contre-indiqué ou inadéquat. Et en bithérapie ou trithérapie, donc la défériprone en association avec un autre chélateur est indiqué chez des patients qui sont atteints d'hémochromatose lorsque la monothérapie à elle seule ne suffit pas. Donc, il y a une étude qui a, montré, la comparaison de l'action des 3 chélateurs sur la surcharge en fer et qui a montré que, la défériprone avait l'effet cardiosélectif avec donc, heu Donc, dans cette étude prospective multicentrique qui a été publiée dans le British Journal of Hematology, elle a évalué 539 patients atteints de thalassémie qui ont reçu un chélateur en monothérapie pour une durée moyenne de 1,5 un an et demi. Et on trouve que la défériprone avait le meilleur effet en termes de chélation au niveau myocardique. L'étude a démontré, donc une amélioration de la fraction d'éjection, ventriculaire gauche aussi pour la défériprone par rapport aux autres chélateurs et la surveillance, des effets indésirables des traitements doit être, bien évidemment guettée avec une surveillance spécifique pour la défériprone de la NFS pendant, 1 an, chaque semaine, donc c'est une surveillance hebdomadaire et pour le défirazirox, c'est le dosage de la créatinine sérique 1 à 2 semaines après le démarrage du traitement, puis une surveillance mensuelle à 3 mois. Donc la surveillance et la, gestion de la granulocytose avec la défériprone, comme on a dit, elle doit être hebdomadaire pendant 1 an et puis elle va, être, si, les NFS seront normales, elle va être, ajustée au rendez-vous des transfusions seulement. Donc pour les recommandations, internationales thérapeutiques, les sociétés internationales recommandent une surveillance régulière par la ferritine et l'IRNT de étoile cardiaque et hépatique, souvent donc en combinaison, en cas de surcharge cardiaque ou hépatique sévère et débuter la chélation selon le nombre des transfusions, le taux de la ferritine, la CHF et la T2 étoile cardiaque. En pratique, les décisions sont souvent alignées entre les recommandations internationales, le contexte local et l'accès aux molécules chélatrices et à l'IRN2 étoile.
Les points d'actualité en termes de traitement chélateur, c'est les épreuves renforcées pour les associations et même pour la triple thérapie. Ces approches sont prometteuses pour les cas réfractaires, mais demandant toujours une vigilance par rapport à la tolérance au traitement. La formulation orale améliorée pour les traitements avec le film coated d'Efirazirox ou la défériprone en suspension buvable qui ont montré une meilleure observance thérapeutique avec une accessibilité et une acceptabilité plutôt meilleure par rapport aux formulations dispersibles, non encore disponibles en Tunisie. Les études récentes comparent les formulations et montrent un impact sur la satisfaction et sur l'observance thérapeutique. Ainsi, une surveillance réglementaire doit être maintenue pour les effets indésirables. Donc, tendance vers un début plus précoce ou un maintien de la ferritinémie plus bas, c'est le sujet d'actualité. Dans certains centres, l'objectif de la ferritinémie est abaissé à moins de 500 nanogrammes par millilitre chez des adultes qui sont stables. Les tendances guidées par la volonté préventive sur les complications à long terme, mais il faut toujours faire la balance entre toxicité médicamenteuse, donc une surveillance de la sécurité du traitement. Donc, les données pédiatriques nouvelles, c'est l'Early Start Treatment, c'est-à-dire l'instauration d'un traitement chélateur plus précoce qui permet un bénéfice potentiel. Surtout, il va améliorer le pronostic vital, l'espérance de vie à long terme. Ici, on met un petit mot sur l'évaluation de l'observance au traitement chélateur. Donc, selon l'OMS, l'indice d'observance thérapeutique est égal au nombre de jours de prise effective du médicament divisé par le nombre de jours de prescription du médicament. Cet indice est jugé bon si il est supérieur à 50%. Donc, la classification de l'observance thérapeutique selon l'OMS est jugée bonne si l'indice est supérieur à 80%, moyenne entre 80 et 50, et à moins de 50, c'est une mauvaise observance thérapeutique. En conclusion, l'hémochromatose secondaire constitue une complication grave qui peut compromettre le pronostic vital en raison de la toxicité du fer sur le foie, le corps et les glandes endocrines. Sa prévention repose sur une chélation précoce, early stage treatment, initiée avant l'apparition des lésions irréversibles. Un monitoring régulier est essentiel pour ajuster le traitement car la ferritine seule ne suffit pas à évaluer la surcharge. La T2 étoile demeure l'examen de référence pour la quantification du fer tissulaire. La détection précoce, d'une surcharge préclinique permet d'intensifier rapidement la chélation et, si nécessaire, d'instaurer des protocoles combinés et séquentiels, la double ou la triple chélation. Les nouvelles approches comme la T1 mapping offrent de nouvelles perspectives pour le dépistage et la quantification de la surcharge myocardique en fer, toujours combinée à la T2 étoile. Et je vous remercie pour votre attention.